Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo qui va être un update lecture, j'ai pris connaissance là au retour de mes vacances des quelques questions que j'ai déjà pu voir en dessous de ma vidéo d'ouverture de FAQ. Il y a pas mal de questions qui reviennent sur mon organisation de lecture depuis que j'ai Marius. C'est un sujet sur lequel j'ai consacré une vidéo entière sur ma routine de lecture. J'aurai l'occasion d'y revenir dans ma vidéo de réponse à ma FAQ que je tournerai pour votre info courant mai sur ma chaîne. Et je vous remettrai à ce moment-là le lien en barre d'infos. Et j'en reparlerai de toute manière dans cette vidéo parce qu'il y a peut-être 2-3 choses qui ont changé. Et en plus de ça, dans les questions que j'ai reçues, c'était aussi des choses comme comment est-ce que tu fais pour consacrer du temps à ton chéri, consacrer du temps à ta maison, etc. Donc bref, je reviendrai là-dessus. Trêve de bavardage, comme je vous le disais en début de vidéo, aujourd'hui je vous tourne un update lecture parce que il faut que je vous parle de mes 5 derniers livres lus, donc à savoir How to Stop Time, Hugo de la Nuit, No Home, La Muse des Cauchemars et pour finir le premier tome de Grisha. Alors en ce qui concerne How to Stop Time, j'ai été contactée il y a quelques semaines de ça par une attachée de presse qui représente la maison d'édition Helium et qui m'a proposé tout simplement de lire le nouvel ouvrage de Matt Haig. La couverture ne vend pas du rêve, mais ça ne m'a pas empêché de passer une excellente lecture puisque j'ai mis à ce livre la note de 4 sur 5. Dans cette histoire, on découvre notre héros qui s'appelle Tom. Quand on le regarde comme ça physiquement, il paraît avoir une quarantaine d'années, il est prof d'histoire. Mais en réalité, Tom cache un secret, il est atteint d'anagérie, donc sous ce nom un petit peu étrange, un petit peu barbare, se cache une espèce de phénomène. Tom souffre d'un vieillissement très lent, c'est-à-dire qu'il lui faut plusieurs dizaines d'années pour que physiquement il donne l'impression d'avoir pris une année de plus. Donc en réalité, Tom a déjà vécu l'équivalent de plusieurs siècles. Et on va découvrir sa vie comme ça dans ce livre sous la forme de flashback. Ce qu'il faut savoir également sur Tom, c'est qu'il fait partie d'une espèce de société secrète composée de personnes qui souffrent du même problème que lui. Et le mot d'ordre de cette société, c'est que jamais quiconque ne doit apprendre l'existence de leur maladie sous risque d'être disséqué, sous risque d'être transformé comme ça en rat de laboratoire. Donc pour se prémunir de ça, ils doivent sans cesse rester sur le qui-vive, être constamment en mouvement, ne pas rester plus de 8 ans au même endroit, à faire une même profession, à côtoyer les mêmes personnes tous les 8 ans, eux tous doivent bouger et évidemment l'amour leur est formellement interdit. Alors encore une fois, j'ai beaucoup aimé cette histoire, elle possède un côté philosophique qui nous fait extrêmement réfléchir sur les thématiques de la vie, sur les thématiques de la mort, sur les thématiques du vieillissement. Je ne sais pas si vous êtes au courant, je pense que j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans une vidéo, mais je vais le répéter. La mort, c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur. J'ai vraiment du mal à me dire qu'un jour, on ne sera plus là et que c'est absolument inéluctable en fait. C'est quelque chose qui m'inquiète au plus haut point. Je sais que je suis loin d'être la seule dans ce cas-là. Mais en tout cas, c'est un livre qui m'a fait réfléchir sur tout ça, qui m'a fait relativiser par bien des côtés aussi. C'est un livre qui nous dit tout simplement qu'il faut vraiment profiter du temps présent. J'ai aussi adoré forcément le sujet que j'ai trouvé extrêmement original. Alors Tom, c'est pas forcément un personnage très attachant, hein. C'est un personnage un peu lambda, mais tout ce qui a trait à l'anagérie, tout ce qui a trait à cette chose qui est en lui m'a énormément passionnée et j'ai adoré tout simplement le suivre dans sa vie d'avant à travers tous ses flashbacks. J'ai pu découvrir à travers ses yeux plein de périodes de l'histoire assez passionnant. Enfin voilà, c'est vraiment un récit divertissant et très intéressant par bien des aspects. J'ai ensuite lu très rapidement Hugo de la Nuit qui est sorti récemment en poche aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre que j'ai reçu en service presse, il est très court, il fait il fait 170 pages à tout casser. J'en attendais beaucoup étant donné que lorsqu'il est sorti en grand format, il y a eu de nombreux avis très positifs qui ont fleuri sur la blogo et je me suis dit ce livre a vraiment l'air top et je me faisais vraiment une joie de le lire. Ça s'annonçait sous forme d'un conte initiatique un petit peu macabre, un petit peu enfantin dans lequel
On suit Hugo qui est donc notre héros, un enfant qui va mourir de manière tragique et en mourant il va devenir un fantôme qui va faire la rencontre de tous les autres fantômes qui peuplent le cimetière qui est juste à côté de la maison de ses parents. C'est un récit qui est tantôt tragique, tantôt comique, donc ça fait un mélange assez étonnant. Dit comme ça a l'air pas mal, c'est vrai, et pourtant je ne me suis pas régalée avec cette lecture. Pour vous dire, je lui ai mis la note de 2 sur 5, donc c'est que j'ai été vraiment déçue. Déjà le fait que le récit soit si court, ben, ça rend difficile tout attachement vis-à-vis des personnages. Tout m'a eu l'air très précipité. Et ce qui m'a aussi perturbée, ben, je me vois mal mettre ce livre entre les mains d'un enfant, tout simplement parce qu'il y a des scènes qui sont clairement difficiles, riches en hémoglobine, riches en sentiments tragiques, enfin voilà, il y a des assassinats, des meurtres, enfin des personnages assez controversés, assez mauvais, et bah, c'est dur pour un enfant, franchement je trouve ça dur, je trouve que c'est plus une lecture d'adolescent ou d'adulte qu'une lecture pour les enfants. Et ouais, je reconnais volontiers qu'il y a un petit côté poétique, qu'il y a une petite réflexion comme ça, là aussi sur la mort. Peut-être que je suis passée à côté de cette lecture, hein, je ne saurais pas vraiment vous dire, mais quoi qu'il en soit, encore une fois, je me suis pas du tout régalée et je n'ai pas apprécié ce que j'ai lu. En revanche, je me suis clairement rattrapée par la suite puisque j'ai choisi de lire No Home de Yaa Gyasi, sorti aux éditions Kalman Levy. Ce livre, vous me l'avez choisi pour intégrer ma pile à lire printanière et oh là là, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette histoire. Je pressentais que j'allais adorer cette histoire et ça n'a pas loupé. J'ai passé un moment extraordinaire en compagnie de ce livre qui est extrêmement ambitieux puisque il se passe à travers les siècles. En fait, si vous voulez, le point de départ, c'est qu'on est en Afrique, on va découvrir deux demi-sœurs qui ne se connaissent pas l'une l'autre mais qui sont issues de la même mère. L'une d'entre elles va être mariée par le capitaine d'un fort. Elle va avoir une vie somme toute tout à fait convenable. Et ce qu'elle ignore, c'est que dans les entrailles du fort où elle habite, est emprisonnée dans les cachots sa demi-sœur, qu'elle ne connaît donc pas, et qui va être envoyée en Amérique pour travailler dans des champs de coton. Et on va suivre tout simplement la descendance de ces deux demi-sœurs. Donc le premier chapitre porte sur l'une des deux sœurs, le deuxième chapitre porte sur l'autre sœur, et ensuite chaque chapitre de ce récit nous permet de découvrir un nouveau personnage dont on n'avait pas entendu parler jusqu'à présent et qui est issu directement de l'une de ces deux demi-sœurs. À chaque fois on va découvrir les enfants, des enfants, des enfants, des enfants, et heureusement qu'au tout début on a un arbre généalogique parce que sinon j'avoue qu'on s'y perd un petit peu, mais du coup en un seul coup d'œil très rapidement on peut resituer comme ça qui est qui et où est-ce que ces personnes se situent dans la descendance. Donc on alterne avec un chapitre un descendant de l'une des demi-sœurs, avec un autre chapitre un descendant de l'autre demi-sœur. Jusqu'à tout simplement ce qu'on arrive à notre période, donc à ce que ce soit des contemporains à nous. On ne suit pas leur histoire du début à la fin, si vous voulez. L'originalité de ce livre, c'est qu'on assiste à des tranches de vie. Ça m'a un petit peu surpris au départ, mais finalement c'est vrai que c'est une œuvre d'une telle ampleur que si on avait dû faire du début à la fin de la vie de chacun de ces personnages, le livre aurait fait le quadruple de ce qu'il fait actuellement. Mais en tout cas, c'est un récit qui m'a passionnée. La plume de l'auteur est extrêmement visuelle, extrêmement accessible, et à travers elle, j'ai pu découvrir plein de rites que je ne connaissais pas en Afrique. J'ai pu voyager grâce à cette plume dans les champs de coton et dans les mines en Amérique. J'ai pu aller à Harlem, j'ai pu voir un tas de choses. Et franchement ce livre m'a bouleversée. Alors c'est pas du tout émouvant comme a pu l'être le livre Bakita de Véronique Olmy qui aborde la même thématique de la ségrégation et que j'ai lu récemment et qui pour le coup m'a pris aux tripes comme jamais. Là j'ai pas envie de vous dire que c'est édulcoré, c'est que c'est pas le cas, mais c'est pas tout à fait le même sujet. Oui, on aborde la question de l'esclavage, mais il n'y a pas que ça. C'est plus une histoire de famille, c'est plus une histoire de généalogie, de descendance et de tranche de vie encore une fois. Et oh mon dieu, je ne peux que vous conseiller ce livre. J'en arrive à mes deux dernières lectures, donc les plus récentes. Je suis très déçue de constater qu'en ce mois d'avril, je lis très peu. Alors déjà, je suis partie en vacances,
Donc quand je suis en vacances, je sais pertinemment que je lis beaucoup moins que d'habitude. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai lu très récemment La Muse des Cauchemars, donc c'est le deuxième et dernier tome de la duologie Le Faiseur de rêves de Laini Taylor qui m'a été envoyé très gentiment par les éditions Lumen. J'ai beaucoup apprécié cette lecture, je lui ai mis la note de 4 sur 5. J'avais déjà beaucoup aimé le premier tome, sachant que c'est de la fantaisie, qu'on est face à un univers époustouflant, extrêmement riche, extrêmement dense, très bien travaillé, mais parfois aussi un peu ahurissant à tel point que l'univers semble forcément un peu complexe. Pour vous résumer l'histoire sans vous spoiler aucunement, dans le premier tome on découvrait notre héros, Laszlo, un bibliothécaire travaillant dans un monastère et qui vouait une fascination sans borne pour une ville surnommée Désolation. Pourquoi est-ce que je vous dis surnommée? Tout simplement parce que cette ville avait un véritable nom mais qui a été gommé de la mémoire collective et désormais tout le monde l'a en tête sous le nom de Désolation. Un jour, Laszlo a été invité à se rendre dans cette ville et a constaté par lui-même qu'une espèce de structure ressemblant à un séraphin s'élevait au-dessus de la ville, la menaçant par sa démesure et par sa prestance. Et à l'intérieur de ce séraphin vivent des fils et des filles de Dieu qui possèdent une peau bleue et qui possèdent des pouvoirs. Je peux vous dire que j'ai davantage apprécié ce deuxième tome par rapport au premier, tout simplement parce que le premier, il était tellement mystérieux si vous voulez, qu'il y avait plein de zones d'ombre et que finalement on se disait mais c'est très bien, c'est très beau, la plume de l'auteur est magnifique mais on voit pas très bien où est-ce qu'elle veut en venir. Mais laissez-moi vous dire que là on a un flot en continu de révélations qui tombent comme ça, pam pam pam, tous les chapitres ou presque, bon j'exagère ok, mais tous les chapitres ou presque on a plein de révélations, on découvre que oui ça s'est passé comme ça parce qu'il y a eu ça. Et franchement ça a mis en lumière toutes les zones d'ombre que j'avais, ça m'a fait voir d'une autre manière ce récit et j'ai adoré toutes les révélations. Si j'avais un seul défaut à pointer du doigt dans ce deuxième livre, parce que oui il y a un défaut clairement, ce sont les longueurs en fait. Malheureusement l'auteur emploie des pages et des pages et des pages pour finalement nous dire une seule petite chose. Que ok sa plume elle est super agréable à lire, mais au bout d'un moment, t'as envie qu'elle accélère quand même un petit peu. Donc voilà, ça c'est en fait la petite frustration que j'ai eue en cours de lecture, le fait qu'il y ait comme ça trop de longueur à mon goût. Mais autrement, j'ai passé un super moment de lecture, c'est vraiment une duologie de qualité en matière de fantasy que je ne peux que vous recommander. Et j'en viens à ma dernière lecture que j'ai achevée il y a quelques jours, donc c'est le premier tome de la trilogie Grisha de Laïs Bardugo sorti aux éditions Milan. Ce livre, vous l'avez également choisi pour intégrer ma pile à lire printanière. Il faut savoir, avant que je vous donne mon avis sur ce livre, que de cet auteur, j'ai lu sa duologie Six of Crows. Cette duologie, elle l'a écrite après avoir écrit la trilogie Grisha. Et en général, ce que j'aime bien faire quand je lis des livres d'un auteur, c'est commencer par les livres que l'auteur a écrits en premier, et après avancer comme ça dans le temps pour lire en dernier ce qu'il a écrit de plus récent. Et alors là, ne me demandez pas pourquoi. J'ai lu Six of Crows avant de lire Grisha. Alors, autant vous dire que même si ça se passe dans le même univers, au niveau de l'histoire, il n'y a aucun problème. Vous pouvez lire l'histoire qui vous tente le plus dans l'ordre que vous voulez. Peu importe, ça ne change rien. Mais je suis quand même déçue d'avoir pratiqué comme ça et je vais vous dire dans un instant pourquoi. C'est parce qu'au niveau de la qualité, la maturité de la plume, j'aurais vraiment dû lire Grisha en premier. Alors j'ai bien aimé ma lecture, hein, c'est pas la question, je lui ai mis la note de 3 sur 5. Mais autant vous dire que pour moi la trame de Grisha est bien plus classique que celle de Six of Crows. Ce que j'ai aimé dans Six of Crows, c'est qu'on a d'univers assez finalement sombre et effrayant que l'on ne retrouve pas dans Grisha. En plus de ça, dans Six of Crows, nos personnages ne sont pas des héros, ce sont des anti-héros. On suit comme personnages principaux une bande de malfrats, de truands, d'assassins. Voilà, ça rajoute vraiment un gros point fort à cette histoire. Et là, en fait, dans Grisha, on suit deux orphelins et en particulier la jeune fille.
qui est bon, toute mignonne, toute gentille, un petit peu naïve, qui sait pas trop dans quoi elle va mettre les pieds parce qu'elle pensait qu'elle était telle personne et en fait eh ben, elle va découvrir sur le terrain qu'elle possède des pouvoirs dignes d'une Grisha, donc c'est une catégorie en fait de la population qui possède des pouvoirs magiques. J'ai trouvé peut-être l'histoire un petit peu trop fade, un petit peu trop lisse, un petit peu ouais, pas assez passionnante en comparaison de celle de Six of Crows. Donc c'est pour ça que je vous dis que si j'avais su, j'aurais vraiment lu Grisha en premier, comme ça je n'aurais été qu'agréablement surpris par la suite. Après peut-être que le tome 2 et le tome 3 sauront davantage me convaincre que ce premier tome qui reste finalement très à la surface parce que très introductif. Mais c'est vrai que bon, j'ai pas été particulièrement époustouflée ni marquée par les personnages ni par l'intrigue en elle-même que j'ai trouvé trop classique et trop similaire à bon nombre de lectures que j'ai pu faire depuis longtemps. C'est pas pour autant que le récit est mauvais, hein, encore une fois, mais bon, ça ne fait que me conforter dans mon idée de lire les livres les plus anciens d'un auteur avant de lire ses livres les plus récents. Voilà. Ça y est, cette vidéo est désormais terminée. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez lu certains des 5 livres que je vous ai présentés et dont je vous ai parlé aujourd'hui, pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!